Buenas tardes, bienvenidos entonces a la conferencia que nos va a brindar Francine Sicurel en la tarde de hoy. Este evento está organizado por el Departamento de Lenguas, la directora Leonor Sara que tenemos a mi lado y la Cátedra de Didáctica de Francés 1 y 2 de la carrera del profesorado de francés. También esta conferencia, este evento, participa Gustavo Bombini, que no pudo estar presente como responsable de la editorial Hacedor. Es la editorial que tiene la impresión del libro, ¿sí? la publicación del libro, que nos ha enviado unas palabras que vamos a leer ahora en español para inaugurar este evento. Entonces, lamentablemente, debido a un compromiso académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no podré estar presente acompañando la presentación de El actuar docente en la enseñanza de lenguas, interacciones y prácticas en el aula, de Francine Sicurel. Entre 1994 y 2016, fui profesor titular regular de la Cátedra Planificación Didáctica y Práctica de la Enseñanza en Letras del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esta universidad, lo que me permite realizar esta vez, como directora editorial de El Hacedor, una alta ponderación a la relevancia académica e institucional que tiene esta invitación del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de esta facultad y de esta universidad. El trabajo de Francine Sicurel, bien conocido en la Argentina en el campo de la enseñanza del francés, se expande a partir del proyecto editorial de la traducción al español de este libro que presentamos, al campo de la enseñanza de las lenguas en general y también de la lengua materna. Coincidimos con el doctor Marcos Maldonado, de la Universidad Nacional de Catamarca y de la Universidad de Ginebra, en el interés que el concepto de actuar docente y el tipo de investigación en el aula que encara Sicurel constituía un aporte que enriquece nuestra mirada sobre el trabajo cotidiano de profesores y profesoras, como un saber que debe ser visibilizado en investigación didáctica y sobre la formación docente. Agradecemos a Laura Estefanía el impecable trabajo de traducción asesorado por Marcos Maldonado y el programa de ayuda a la publicación Victoria Ocampo del Institut Français d'Argentine, que nos concedió un subsidio para la realización de la publicación de la que estamos muy orgullosos. En el marco de la presentación del libro de Francine, estará a la venta para todos los interesados a un precio promocional. Deseo que sea un acontecimiento grato y provechoso para todos y todos los presentes. Desde Editorial El Hacedor les agradecemos su interés y asistencia. Deseo además que este sea el inicio de un vínculo de intercambio entre Francine y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, esa querida institución centenaria en la que di mis primeros pasos como profesor titular, investigador y formador. Por fin, un agradecimiento personal a la directora del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, María Leonor Sara, y a mí, Silvina Vega Zarca, profesora adjunta de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza en Francés, por su interés en desarrollar esta actividad. Por fin, pido un aplauso de reconocimiento y agradecimiento a la apreciada Francine Sicurel, que vamos a también aplaudirla al comienzo y al final de la conferencia. Paso la palabra entonces a Leonor, quien va a hacer la presentación de Francine. Merci Sylvina, merci à tout le monde, chers collègues, chers étudiants et étudiantes. Merci d'être là, ici avec nous. Merci Francine de votre participation. Et c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui Francine Sicurel, linguiste et figure de proue dans le domaine de la didactique du français comme langue étrangère. Madame Sicurel a consacré ses recherches à explorer les dynamiques de l'enseignement des langues et à développer des approches innovantes pour améliorer les pratiques pédagogiques. Elle est professeure émérite et chercheuse à l'Université de la Sorbonne Nouvelle,
où elle a enrichi le champ de la linguistique appliquée avec sa recherche approfondie et ses publications influentes. Elle a été également directrice des recherches du doctorat de didactique en langue et culture. Ses travaux ont donné la voie à l'analyse des interactions en classe, mettant en évidence l'importance de la parole des enseignants et des échanges entre enseignants et élèves dans le processus d'enseignement et apprentissage. Il a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Et ses recherches ont eu un impact indéniable sur la formation des enseignants et les méthodes d'enseignement du français à travers le monde. Les interactions dans l'enseignement des langues, agir professoral et pratique de clase, traduit en espagnol par el actuar docente en la enseñanza de lenguas, interacciones y prácticas en el aula, est un outil précieux pour les enseignants, les formateurs, les futurs enseignants, les chercheurs en didactique des langues. Il fournit des ressources pratiques et théoriques qui peuvent transformer la réflexion et les approches de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, surtout en concernant l'agir professoral. Francine Sigurel, par ses recherches et ses publications, a marqué de son empreinte le domaine de la didactique. Son travail continue d'inspirer et de guider ceux qui sont engagés dans l'enseignement du français et d'autres langues. Nous sommes honorés de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour partager ces précieuses connaissances et perspectives. Merci Francine. Veuillez donc accueillir chaleureusement Francine Sigurel. Est-ce que vous m'entendez là? Bien. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices de ce colloque de me permettre de m'adresser à vous et de présenter mon livre qui a été traduit en espagnol pour mon plus grand bonheur. Et cette présentation, je vais la faire en élargissant un peu le propos. Je voudrais que cela vous permette de réfléchir non seulement au métier que vous exercez ou que vous allez exercer, mais aussi au pouvoir d'agir qu'il vous donne, à la possibilité du changement, avec cette question, changer, est-ce possible, est-ce souhaitable? On vous a distribué un exemplier, une photocopie, où vous avez quelques éléments, où on est en train de vous le distribuer. Sur cette photocopie, vous verrez qu'il y a le plan de mon intervention, il y a une définition, il y a quelques exemples et il y a un peu de bibliographie. Donc, il n'y a pas trop de choses, mais ça permet quand même de suivre de façon plus légère mon intervention. Alors, je voulais encore vous dire que je suis très contente de m'adresser à vous et que la conférence, elle contient beaucoup de questions. Alors, ces questions, ce n'est pas forcément des questions pour lesquelles j'ai des réponses. C'est aussi des questions auxquelles je voudrais que vous-même, vous ayez envie de répondre, peut-être tout à l'heure. Alors, nous allons nous focaliser sur l'acteur enseignant. Celui-ci exerce un métier que nous connaissons pour l'avoir pratiqué, mais le connaissons-nous vraiment? Avons-nous réfléchi à la manière dont les décisions sont prises au cours même de l'action, à la manière dont un enseignant perçoit le groupe qu'il a en face de lui, à la manière dont il se perçoit lui-même? Comment se sont forgées ses convictions méthodologiques? Comment partage-t-il son attention entre le programme, ce qu'il faut faire, et la manière dont les apprenants réagissent à ce programme? Alors, nous avons une conviction, c'est que dans l'enseignement, tout n'est pas question de savoir. Les mots sont dits par une personne qui s'adresse à d'autres personnes. Ils sont portés par une voix, une intention et une présence physique. Et le savoir est important, bien entendu, mais il n'est pas le seul élément constituant de l'enseignement
qui est, ne l'oublions pas, une forme orale non détachée de la personne qui l'énonce. C'est donc à ce personnage, le professeur, que va être consacrée cette conférence. Alors, je commence par dire quelques mots de l'organisation du livre. D'abord, je voudrais vous montrer le livre tel qu'il est dans son format en traduction espagnole. Il est, à mon avis, beaucoup plus beau que l'original en français. Donc, je vais vous montrer quand même. Bon, dans les deux cas, il y a beaucoup de couleurs, mais vous verrez l'utilisation des couleurs pour la traduction en espagnol est assez intéressante. Alors, c'est un livre qui est consacré au monde de la classe, plus précisément de la classe de langue. La classe est un petit univers social qui a ses règles, ses normes et ses rituels communicatifs. Alors, le livre comporte 7 chapitres. Je vais très rapidement dire un mot de chaque chapitre sans trop m'attarder. Dans le premier chapitre, le dispositif interactionnel d'une classe de langue, on entre dans la classe et on observe. On essaye de décrire ce qu'on voit et ce qu'on entend et on tente de dégager des règles de parole. Et il y en a. Comme vous le savez, l'enseignant sollicite, corrige, accepte une réponse, reformule, et il y a des règles à la fois pour les apprenants et pour l'enseignant. Mais comme la matière enseignée est la langue et non pas une autre matière, il se trouve que la classe n'est pas une île isolée, mais qu'elle est appuyée à la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la classe de langue, le monde extérieur entre par la langue. Le professeur donne constamment des situations de vie, par exemple pour expliquer un mot. Et c'est pourquoi j'ai accordé à la fiction, à l'imagination, une si grande place et que j'ai un chapitre qui s'appelle, le chapitre 2, les pratiques imaginatives, et le chapitre 3, la classe de langue et son extérieur. Donc, la classe de langue, elle n'est pas isolée du monde. Alors, à partir du chapitre 4, dont le titre est l'agir professoral, on aborde cette notion. Avec les questions, le professeur, comment agit-il? Comment organise-t-il ses actions? Pourquoi fait-il ainsi plutôt qu'autrement? Quelles sont les sommes d'expériences sur lesquelles il s'appuie et comment prend-il les décisions? Mais il y a aussi les émotions. Où sont ces émotions? Où sont ces inquiétudes cachées? Et pour répondre à ces questionnements, j'ai eu besoin de proposer 2 notions, celle de culture éducative et celle de style enseignant. Et ce sont les chapitres 5 et chapitre 6. L'agir professoral se construit entre un contexte, qui est la culture éducative, et une personnalité, qui est le style enseignant. Et la culture éducative prend en compte le fait qu'un contexte national, linguistique, institutionnel exerce une influence sur les pratiques de classe. Mais prêter attention au style nuance cette position en laissant place à la personnalité de l'enseignant. Dans le dernier chapitre, le chapitre 7, j'ai abordé les questions de méthode qui permettent aux lecteurs qui veulent faire de la recherche sur la fabrique de l'action d'enseignement d'avoir des outils d'investigation. Alors, après chaque chapitre, j'ai proposé des pistes de réflexion de façon à ce que le formateur ou le lecteur puisse se dire « D'accord, j'ai lu de la théorie, j'ai lu une description de l'action, mais est-ce que ça peut me rapporter quelque chose sur ma pratique professionnelle? » Alors, dans l'édition en espagnol, les pistes réflexives sont en vert. C'est très joli, c'est très esthétique. Donc, après chaque chapitre, vous avez une proposition de réflexion à partir de ce qu'on a lu. Et de façon très astucieuse, c'est en vert dans l'édition en espagnol. Alors, j'avais envie de vous donner un petit peu des exemples de ces pistes réflexives. Dans le chapitre 1, qui est consacré à la description de l'interaction didactique, c'est une interaction en milieu d'enseignement. La piste que je propose, c'est de comparer une interaction d'enseignement à une interaction dans la vie ordinaire, commerciale, familiale.
comment la parole est distribuée dans un cas et dans l'autre cas? Quelle est la place de la langue? Une autre piste, c'est une question que j'aime beaucoup et qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une interaction réussie? Et là, il y a tout de suite beaucoup de choses à dire, hein. Bon, à la fin du chapitre 2, qui s'appelle « De la fiction à l'action d'enseignement », la question que je pose, j'en pose plusieurs, mais je donne juste un exemple. Est-ce que vous considérez que l'imagination est nécessaire pour enseigner ou pour apprendre une langue? Le chapitre 3, qui est la classe de langue et son extérieur, je propose de réfléchir au rôle qu'on tient en classe et est-ce qu'on a déjà été détourné de son rôle professoral? Dans le chapitre 4, l'agir professoral, je pose la question, pensez à vos premiers cours. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre pratique? Et une autre question, le métier de professeur est-il risqué? Et si oui, quel risque? Dans le chapitre 5, le style enseignant, où j'ai dégagé 4 paramètres qui ponctuent l'interaction, à quel paramètre vous attachez le plus d'importance? À la langue que vous enseignez, à la planification, c'est votre programme, à l'interaction avec les apprenants ou à ce que vous ressentez vous-même, c'est-à-dire au soi. Voilà. Et dans le chapitre 6, la culture éducative, la question que je pose, la culture est-elle une barrière ou un pont quand les apprenants sont issus de cultures éducatives différentes? Bon, et il nous reste le chapitre 7, ce sont les outils méthodologiques. Je continue maintenant en donnant quelques principes qui se dégagent de ce livre. Le premier principe, c'est l'importance à accorder à la parole des enseignants. Ils ont des choses à dire sur leur métier. Ce sont les premiers qui ont quelque chose à dire sur leur métier, et ce n'est pas les autres. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est à prendre comme tel, mais il existe ce qu'on appelle un savoir pratique qui peut nous éclairer sur l'activité d'enseignement. Ma deuxième conviction, c'est qu'il y a une possibilité de médiation entre l'action et la pensée. Une action a derrière elle une pensée cachée, mais que l'on peut entrevoir. Et troisième principe, c'est que j'accorde de l'importance à la liberté d'action, selon laquelle, alors, s'il y a des rites et des routines, cela ne détruit pas la singularité de la personne. Ça, c'est des principes un peu qui traversent mon livre. Alors, je vais un petit peu, alors, sur le titre de l'ouvrage, bon, en français, on trouve le mot interaction. Alors, le mot interaction, l'analyse des interactions, ça a été très à la mode il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins maintenant, mais le terme d'interaction nous dit que la parole de l'enseignement n'est pas monologale. Ce n'est pas un monologue, mais elle se construit avec celle de l'apprenant. Donc, c'est difficile de travailler sur la parole du prof sans s'occuper aussi de ce que disent les apprenants. Pratique de classe, puisqu'on trouve ce mot aussi dans le titre, les pratiques de classe, ça désigne toutes ces actions de type professoral que met en œuvre un professeur. Et ces pratiques dépendent du contexte, de la formation, de l'expérience du sujet et de sa personnalité. Et il y a l'agir professoral. Alors, l'agir professoral, c'est un concept auquel je tiens beaucoup. Je pense que j'ai fait beaucoup pour… alors, vous avez sur votre exemplier, vous avez la définition de l'agir professoral. Je vais le lire, mais ça vous permet après de revenir si ça vous intéresse. Donc, j'entends par agir professoral non seulement ce que le professeur fait et dit dans la classe et fait faire, mais l'ensemble des intentions et des projets qu'il forme et qu'il a formés préalablement à son action. L'action ou les actions sont la partie émergée. L'agir englobe l'ensemble des éléments qui sous-tendent l'action, comme les motifs, les jugements, les émotions. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. L'agir professoral, bien sûr, c'est ce que vous voyez et ce que vous faites dans la classe, mais c'est aussi la pensée. C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la préparation, c'est les intentions. Et bien sûr, je vais vous en parler tout de suite en vous disant que, bien sûr, quand on rentre dans une classe
il y a ce qu'on peut observer, les interactions, les pratiques, le discours. C'est ce qui est visible pour un observateur qui vient observer la classe. Mais est-ce qu'on peut croire que cette action n'est pas accompagnée d'une activité mentale, de projet, de représentation de ce qu'est un cours, de sensations et souvent d'émotions? Alors, vous êtes ici des professeurs et je pense que vous serez d'accord avec cette affirmation. Enseigner, c'est agir, mais c'est aussi penser, ressentir et décider. Mais voilà, la pensée d'un être autre que moi, et même la mienne d'ailleurs, est quelque chose qui se dérobe. Comment puis-je avoir accès à ce qui est dans la tête de l'autre? Pourtant, il existe des courants de recherche dans le monde anglo-saxon qu'on nomme teacher thinking ou teacher cognition. En français, on l'a traduit plus ou moins par pensée enseignante, pensée enseignante. Et comment est-ce qu'on procède? Alors, cette activité mentale, qui est secrète, hein, puisqu'elle est cachée, peut être connue par ce qu'on appelle un rappel stimulé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui stimule la mémoire de l'action. Et alors, comment obtient-on de telles données? Je vais parler de autoconfrontation et de verbalisation. Alors, l'autoconfrontation, indispensable de comprendre ce que c'est pas du tout mystérieux d'ailleurs. L'autoconfrontation, c'est un dispositif qui consiste à provoquer la parole des praticiens, des enseignants, qui réagissent spontanément devant une séquence filmée de leur cours. L'enseignant va on va montrer à l'enseignant, on filme l'enseignant dans son cours et ensuite on va lui montrer une séquence et l'enseignant va commenter une action qu'il a réalisée et à ce moment-là, il revient sur l'activité mentale qui accompagne cette action. Et bon, ce dispositif, on va y revenir, hein. Le terme de verbalisation est utilisé pour parler de la mise en discours d'une pensée ou d'une action par les mots. Si vous voulez, verbalisation, c'est le commentaire de l'action par le professeur. Bon, on a utilisé le mot de verbalisation, il y a d'autres qui utilisent le mot de autocommentaire. Bon, c'est une question de terminologie. Alors, je voudrais que vous regardiez sur votre exemplier, sur vos photocopies. On ne va pas du tout l'étudier, mais je vous ai mis un exemple de transcription en regard. Alors, bien sûr, c'est un dispositif, je dois vous dire, pour ceux qui veulent faire de la recherche, qui est très lourd, parce qu'on observe, on transcrit les interactions, et ensuite, on enregistre et on transcrit la verbalisation de l'enseignant. Mais ce que nous faisons dans notre groupe de recherche, et vous voyez, transcription au regard, nous mettons l'interaction, vous la voyez à gauche, ça c'est l'interaction telle qu'elle se passe dans la classe, et en regard, à côté, nous mettons le discours de l'enseignant qui réagit lorsqu'il regarde cette interaction. Donc, de telle sorte que si un professeur, par exemple, va dire « Ah, mais c'était complètement raté, c'était nul ce que je faisais », ça, c'est son jugement. Mais ce n'est pas sûr qu'il ait raison. Nous avons l'interaction pour voir ce qui se passe. Donc, dans notre groupe de recherche, c'est lourd, mais c'est utile. Nous gardons une trace de la séquence que le professeur regarde et ensuite du commentaire qu'il fait sur cette séquence. Et c'est ce que j'ai appelé la transcription en regard, mais vous voyez, il y a 2 colonnes. Et bon, on va pas étudier ça maintenant, mais c'est juste intéressant pour parler du dispositif. Alors, on avance et on se pose la question, que nous apporte l'analyse de ces verbalisations? Alors, en écoutant et étudiant la parole des professeurs sur leur propre action, on découvre que les verbalisations contiennent des informations cruciales sur le déroulement de l'action et en tout cas sur la manière dont ce déroulement est perçu par les acteurs professeurs.
Tant que le professeur était en action, tant qu'il est dans la classe, le professeur ne peut pas avoir une conscience articulée de ce qui se passe. Il est trop occupé à agir. Il est devant sa classe d'élèves, il doit prendre des décisions, il doit poser des questions, il doit évaluer, il ne peut pas en même temps se demander qu'est-ce que je suis en train de faire, puisque c'est quand même, il s'agit de réflexivité. Hein. L'agir professoral demande, c'est un processus réflexif. Mais lorsqu'il est placé ultérieurement devant une trace de son travail, c'est-à-dire l'image filmée, le cours filmé, il parvient à convertir cette action en discours et il propose alors spontanément un ensemble de significations. Il donne du sens à l'action et je pourrais dire qu'une des structures qui revient, c'est « je fais cela parce que ». Il va légitimer son action, il va expliquer pourquoi il fait ça, mais on va découvrir énormément de choses et ça a été vraiment la surprise et le plaisir que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler avec ce type de corpus. On découvre, c'est presque numéro 1, le souci que le professeur a des apprenants, un vrai souci, ses intentions, les décisions, les dilemmes, les obstacles, les regrets, le programme à suivre, mais il y a une multitude de choses qu'on découvre dans ces discours et en général, les profs ont très envie de parler. C'est comme si on libérait la parole du prof. Hein. Lorsqu'on lui demande de commenter ce qu'il fait, ça sort avec énormément d'informations. Alors, je vais donner 2 exemples très brefs, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Il y en aurait plein. Je vais m'arrêter un petit peu sur la question du temps et de la temporalité. Ce qui revient beaucoup dans les verbalisations des enseignants, c'est la conscience du temps. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On l'entend tout le temps. Je n'avais pas le temps, je n'avais plus le temps. J'aurais voulu mieux expliquer, mais on n'aurait pas eu le temps. On le fera une autre fois. Je l'ai fait la dernière fois. J'ai mis trop de temps. Je voudrais donner plus de temps. Donc, l'action pédagogique, ça n'est pas seulement de donner du savoir, c'est aussi de donner du savoir dans un temps restreint. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la conscience du prof, c'est bon, ça va me prendre 50 minutes, ça va me prendre 1 heure, ça me prend plus qu'1 heure. Donc, c'est important. Donc, l'agir professoral inclut la temporalité. Quand un professeur met en place une activité pédagogique, elle est toujours tournée vers le futur. Le but à atteindre est qu'il y ait un progrès dans les connaissances de l'apprenant. Et une action est faite en vue de. Vous voyez, la question du temps, c'est tourné vers le futur. J'ai fait cela pour. Hein, il y a un but, il y a un objectif. Vous voyez, même quand on dit objectif, c'est quelque chose qui est projeté dans un temps à venir. Et une structure qu'on va beaucoup rencontrer dans les corpus de discours de prof, c'est je fais cela pour l'intention. Hein. Donc, dans l'agir, il y a un projet qui se met en place. Et si cela ne se passe pas comme l'enseignant le voulait, une ouverture au changement apparaît dans les paroles de professeur. C'est que chaque action de l'enseignant est un genre d'expérience. Et si cela marche, il y a une conviction qui se consolide. Ah, je fais toujours comme ça marche bien, et puis voilà, et ça se consolide. Mais s'il y a un obstacle, si ça ne marche pas, l'enseignant revient sur son activité et on trouve des déclarations comme « ça, je ne le referai pas » ou bien « je ne le referai pas de la même manière hein. ». Ce n'est pas quelque chose qui convenait, donc on va voir que l'enseignant va vouloir changer hein, ses tactiques et ses stratégies. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Ça nous apprend que l'agir enseignant n'est pas fossilisé. Il est en constante évolution. Et je dirais qu'enseigner, c'est comme une expérimentation sans fin. Bon, c'est mon point de vue. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais la temporalité, c'est aussi le passé. L'enseignant s'appuie sur ses expériences pour construire son agir. On peut ici faire appel à la notion de répertoire didactique, à savoir l'ensemble des ressources sur lesquelles s'appuie le professeur pour faire son cours.
Donc, l'accumulation d'expériences d'enseignement guide le comportement, le comportement. Et lorsqu'on demande à l'enseignant de commenter son action, on l'entend par exemple dire « je fais toujours comme cela » ou bien « c'est la première fois que j'introduis le sujet de cette manière », comme si l'action en classe s'inscrivait dans une continuité d'action qui préexiste à l'action. Donc vous voyez, tourner vers le futur, mais le passé, l'expérience est également là. Alors l'autre trait que je vais vous donner, c'est l'idée de le trait 2. Quelle est la part de la personne derrière le rôle professeur? Est-ce que chaque acteur invente ce qu'il va faire? Quel professeur sommes-nous? Est-ce que nous sommes le fruit de notre formation? Est-ce que notre style dépend de l'époque, des méthodologies? Alors, certainement oui, les gestes pédagogiques sont en partie conditionnés par l'environnement. En agissant de telle ou telle manière, l'enseignant reproduit ou respecte des normes, des règles, des attitudes qui sont considérées comme souhaitables par la communauté des enseignants. Mais quand on réfléchit à ce qui se passe dans la classe, qui est à l'initiative de l'action? Qui est-ce qui trouve des solutions quand il y a des difficultés? Ce n'est pas la communauté des enseignants, hein, c'est bien l'enseignant en personne qui fait face à la situation. Alors, pour répondre à la question de la question de il y a une personne derrière le rôle de professeur, je voudrais que vous regardiez l'extrait qui s'appelle, sur la deuxième feuille peut-être, la personnalité de l'enseignant. Alors, bon, c'est une enseignante qui enseigne en France à un public de Chinois, elle est française. Bon, voilà, alors voilà un tout petit extrait. Je vais le lire et après je vais vous le commenter. Eh bien, le rire, de toute façon, oui, mais bon, ça, c'est ma façon de faire, hein. Et c'est primordial que tout se passe dans la décontraction et la bonne humeur. Bon, j'ai un caractère qui est comme ça, donc j'en profite, je ne vais pas les faire pleurer. On n'est pas là pour pleurer. Bon, c'est comme ça, c'est mon caractère. Aussi, donc, c'est pas une stratégie, j'utilise ça comme stratégie, mais c'est aussi mon caractère. Alors, c'est un extrait qui est très intéressant à commenter. D'abord, vous voyez que revient souvent le mot de caractère. C'est-à-dire que pour commenter son action, elle n'est pas seulement en train de parler, j'utilise de telle ou telle méthodologie, mais elle se réfère à son caractère. Elle a un caractère gai, elle veut faire rire, et dans la dernière ligne, dans la dernière phrase, elle se contredit parce qu'elle dit « c'est mon caractère, c'est pas une stratégie ». Elle est en train de dire que elle est naturelle, c'est son caractère d'être joyeuse, et voilà. Mais voilà que dans la deuxième partie, j'utilise ça, oui, comme stratégie. Vous voyez la contradiction? D'abord, elle dit, c'est pas une stratégie, je suis quelqu'un de gai. Et ensuite, c'est le cheminement de la pensée, hein. Ensuite, elle dit, j'utilise ça comme stratégie, mais c'est aussi mon caractère. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que si elle est gaie, si elle anime la classe avec le rire, etc., c'est aussi une stratégie d'enseignement. Alors, il ne faut pas s'étonner des contradictions, parce que quand on demande à un professeur de réagir spontanément, il n'a pas l'habitude. Donc, il va dire quelque chose et ensuite, il va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, c'est même intéressant de regarder où il y a des moments d'hésitation. L'enseignant découvre lui-même les modes de son comportement. Donc, alors pour utiliser des mots un peu savants, on voit dans cet extrait que l'enseignant procède à des typifications de son propre comportement quand elle déclare se reconnaître dans une action. J'ai un caractère comme ça, je ne vais pas les faire pleurer. Et elle construit ainsi comme une grammaire de son propre comportement. Et vous voyez que ce qui est naturel, la gaieté, devient une stratégie. Alors, est-ce qu'on ne découvre pas là que la singularité n'est pas effacée par le statut professoral et que chaque enseignant possède sa manière propre de faire la classe? Bon, nous avançons et nous allons répondre à la question, peut-on faire confiance au discours réflexif?
La parole enseignante, telle que nous la sollicitons, révèle au chercheur quelque chose qui n'est pas visible. C'est une manière de soulever le couvercle. Qu'est-ce qui apparaît? On l'a déjà dit, le projet d'enseignement, la manière dont le projet est matérialisé par les tâches et les activités pédagogiques est accueilli par le public. L'enseignant produit des indications sur la construction de son activité. Il identifie et commente un problème rencontré. Il exprime qu'il l'a résolu de telle ou telle manière. Il revient sur l'attitude des apprenants et donc il révèle de véritables problèmes de transmission. Il les révèle d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de faire. Si vous voulez, on découvre des problèmes de transmission et on découvre des questions. Mais il faut être prudent parce que certes, les enseignants parlent de ce qu'ils ont fait et ils en parlent très certainement avec sincérité, avec autant de sincérité qu'ils peuvent, mais on ne peut ignorer la présence de l'enquêteur qui est là. Parce que quand le professeur regarde son film, il est avec un enquêteur qui est à côté. L'enquêteur, c'est un chercheur, un doctorant, et cet enquêteur a une influence aussi sur le professeur ne parle pas complètement librement parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. Alors, il va peut-être essayer de sauver sa face, par exemple, hein. Et donc, ça peut biaiser un petit peu les résultats. Et autre, si vous voulez, autre difficulté, c'est qu'aucun enseignant n'est habitué à faire des commentaires sur sa propre action de cette manière. C'est une expérience de parole nouvelle, relativement spontanée et source d'émotion, puisqu'on se trouve confronté avec une image de soi. N'oubliez pas que le professeur se voit, il est filmé, il voit son corps, il voit son attitude, et cette attitude est plus ou moins bien acceptée. Vous avez des professeurs qui vont dire, mais je tourne le dos aux élèves, je ne fais pas du tout, je bouge trop, je ne fais pas les gestes. Donc, il y a quelque chose qui va venir et qui va être peut-être assez négatif. Donc, il faut qu'il s'habitue aussi à accepter sa propre image. Mais même s'il y a des difficultés, l'expérience vécue cette expérience-là permet le passage de l'action à la conceptualisation de l'action. En effet, à partir d'une situation qui est singulière, qui est celle de l'enseignant face à sa classe, à qui un chercheur enquêteur a demandé de faire l'investigation détaillée de son action, va s'opérer une transformation du vécu en une seconde expérience qui le met sur le chemin d'une conceptualisation de l'action. Vous voyez, on a le pratique qui est là, et ensuite, parce qu'on demande de commenter ce pratique, on va arriver vers quelque chose qui va doucement vers quelque chose de plus théorique, de plus conceptualisé. Et c'est même l'enseignant lui-même qui arrive à conceptualiser son action. Alors, on va... oui, alors là, on arrive à cette affirmation sur le savoir enseignant. On pose donc qu'il existe un savoir enseignant qui mérite d'être découvert. Ce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler comme ça a été ma surprise émerveillée, je dois dire. Parce que ce que j'ai découvert, c'est toute la richesse de ce qu'il y a dans l'intériorité de l'enseignant. C'est un savoir enseignant qu'on ne voit nulle, on ne sait pas où il est. Il est là, hein. Il est en action, mais on le découvre. Et, et en même temps, ce savoir enseignant, il est singulier, mais pas complètement. Parce que les enseignants de langue, par exemple, sont confrontés à des problèmes identiques. Et ils ont tous quelque chose en commun. Des stratégies professionnelles, des formes de discours, des systèmes de valeurs. Donc, c'est un savoir pratique partageable. Ce n'est pas un savoir pratique, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la singularité, mais en même temps, ce que je voudrais vous montrer maintenant alors, je ne les ai pas mis, je voulais mettre les séquences typiques. En observant et en analysant beaucoup de corpus
de verbalisation d'enseignants, j'ai découvert qu'il y avait des éléments qui réapparaissaient avec une certaine ténacité. Et c'est ainsi que j'ai pu identifier dans ces discours ce que j'ai appelé des séquences typiques. Je voulais les mettre sur l'exemplier, puis j'ai oublié. Mais alors, qu'est-ce que j'appelle des séquences typiques? Ce sont des catégories discursives qui réapparaissent dans la plupart des verbalisations d'enseignants. Alors, si j'en fais mention ici, c'est pour notifier que les discours de verbalisation, qui sont à partir d'une action inscrite dans un cours dans lequel aucun cours ne ressemble à l'autre, hein, comme vous le savez, mais cette action comporte quand même des structures communes. Alors, je suis désolée, je voulais vous les envoyer. Je vais vous les donner un peu rapidement pour que vous voyez de quoi il s'agit. On va trouver par exemple des séquences descriptives et rappels de l'action. Alors, je donne chaque fois un exemple. Le prof dit « Je vais au tableau, je demande de répondre ». Donc, il décrit tout simplement son action. On a des séquences qui sont des caractérisations des publics. Exemple, les Chinois, c'est les spécialistes pour nous faire diverger vers la grammaire. Donc, ça va être un commentaire sur le public d'apprenants. On a la mention les obstacles rencontrés et les dilemmes. Hein. Par exemple, obstacle, oh, mais là, on a un bavard qui devance toujours son copain, et c'est pour ça que je lui coupe la parole. Bon, donc les obstacles, les dilemmes aussi, les hésitations. On a des séquences, c'est presque cette séquence qui revient le plus, ce sont le rappel constant des buts recherchés. Si je fais cela, c'est parce que je veux qu'il puisse former une phrase sans l'aide du copain. Donc, c'est le but. On rappelle le but. Je fais cela pour. Alors là, on a donné 4 séquences typiques. J'en donne encore 4. Il y a l'évocation des méthodes et des méthodologies. Je leur fais d'abord lire et je leur demande ce qu'ils comprennent. Hein, c'est la méthodologie. Ensuite, vous avez des espèces de maximes professorales. Les maximes professorales, c'est généralement quelque chose qui commence par le déontique « il faut ». Alors, il faut toujours, alors, une déclaration, il faut toujours d'abord se tourner vers celui qui ne parle pas. Donc, le professeur lui-même va donner une maxime de comportement. Et alors, il y a aussi le rappel de la situation d'enseignement, des conditions de travail, de l'identité des apprenants, le classeur d'appel, je le fais circuler à la fin en général, ils ne sont pas là, il y a beaucoup d'absents, bon, il y a toujours ça. Et puis, il y a tout ce qui concerne la perception de soi-même. Comme on l'a vu dans le commentaire qu'on a vu, le ton, la voix, les gestes, le caractère, les commentaires sur sa propre personne. Donc, ça, j'ai quand même voulu donner pour ceux qui sont un petit peu en linguistique, pour signaler que les discours, ce n'est pas un grand désordre. Bon, au début, je croyais que c'était un grand désordre. J'ai mis un certain temps à trouver ça, peut-être même peut-être des années. Non, peut-être pas des années, mais au bout d'un moment, ces discours qui ne se ressemblent pas ont des structures qui reviennent et qui nous montrent quand même que c'est un métier, une façon de faire. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'équilibre entre ce que j'invente, mais en même temps, on arrive toujours à trouver dans quelle séquence on est. Alors, je voudrais dire quelques mots de l'obstacle. Mais je vais le dire rapidement, mais je voudrais dire quand même, comme vous le savez, l'action d'enseignement, c'est une action qui veut favoriser l'accroissement des connaissances des participants. La plupart du temps, avant un cours, nous avons un plan qui peut être très précis ou parfois c'est seulement un canevas. Mais est-ce que cela se passe comme on l'avait prévu? Pas toujours. C'est une question, ça. Est-ce que ça se passe comme on l'a prévu? L'action à mettre en place rencontre des obstacles, d'abord du fait de sa nature même, parce que essayer de transformer l'autre en un locuteur plus compétent
mettre une certaine méthodologie, il y a des résistances. Ça résiste. C'est pas une chose facile. Et il arrive aussi que le plan prévu par l'enseignant entre en conflit avec le désir du public. Il arrive aussi que l'enseignant s'aperçoive, alors qu'il est en train de faire cours, que ce qu'il avait prévu ne fait pas écho dans la classe. Ça ne marche pas. Donc, la planification ne peut pas se penser en dehors d'une déplanification possible. Vous avez planification, mais vous avez déplanification qui arrive au cours même de la classe. Alors, par quoi une action peut-elle être déplanifiée? Par l'interaction avec les apprenants, sans doute. Et il faut donc parfois savoir adapter le projet de départ, accepter un détournement des plans initiaux et prendre des décisions dans l'urgence. Alors, on va voir un dernier exemple, l'exemple qui s'appelle « Identification de l'obstacle et solutions proposées ». Donc, je vais vous le lire. Alors, voilà, le prof fait ce commentaire. C'était à propos d'une chanson de Gainsbourg, qui était un peu difficile. Voilà ce qu'elle dit. Je trouve que c'était trop dur pour eux. Enfin, je trouve que, disons qu'en fait, je l'ai pas assez. C'était pas forcément trop dur pour eux, mais j'aurais dû plus les guider. C'est-à-dire, j'aurais dû plus travailler sur le document. Tu vois, peut-être souligner, mettre en gras des choses, faire un tableau. Tu vois, j'aurais dû faire un tableau avec l'amour, la cuisine peut-être, mettre des éléments en gras, etc., etc., etc. Alors, quel est ici l'obstacle rencontré? D'un côté, l'obstacle rencontré, c'est l'incompréhension des apprenants. Mais c'est aussi, l'obstacle, c'est aussi la perception que le prof a de se dire que sa méthodologie n'était pas adaptée. Vous voyez, à la fois, elle dit c'était dur pour eux, mais en même temps, elle se dit c'était peut-être pas si dur, mais je n'ai pas proposé ce qu'il fallait pour faciliter la compréhension. Hein. Donc, vous voyez de quelle manière vous voyez apparaître ici des indices du développement du répertoire didactique, parce que quand elle dit « j'aurais dû plus les guider, j'aurais dû faire un tableau », c'est que son répertoire didactique est en train de changer et de se dire « ah ben quand on a des choses comme ça, il faut faciliter, il faut organiser les choses autrement ». Donc, vous voyez que d'une certaine manière, l'obstacle, l'échec, permet de réparer l'action. Bon, on avance. Je vais juste dire la prise de conscience d'un obstacle qui peut se faire pendant l'action ou qui est verbalisé pendant l'autoconfrontation conduit l'acteur enseignant à interroger ses stratégies, à les mettre en doute et à en chercher les motifs. Et ce faisant, à évoluer dans son répertoire didactique. Alors, vous voyez que quelquefois, les obstacles, ça peut être quelque chose qui fait bouger et ça peut être quelque chose qui est positif. Bon, on y arrive lentement. J'ai posé la question. Bon, je l'ai pas mis. Alors, je l'ai pas mis dans le plan, mais ça, j'avais quand même envie de vous le dire. C'est qu'est-ce qui est modifiable dans l'action d'enseignement? J'aurais envie, mais là, on n'aura pas le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas, hein? Et pourquoi c'est difficile de changer? Et d'abord, commençons par dire qu'il y a ce qui est modifiable et ce qui n'est pas modifiable. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas modifiable? Les conditions institutionnelles, le lieu, le mobilier dans la classe, le nombre d'étudiants, l'horaire, la disposition de la classe, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Qu'est-ce qui est modifiable? Alors, ça dépend de l'institution qui laisse plus ou moins de liberté. Le support du cours, dans certains cas, ça dépend, enfin, le plus souvent, on a quand même la liberté pour choisir son support. La manière de travailler ce support, vous avez vu que dans l'exemple, elle disait « j'aurais dû faire un tableau », donc c'est bien sa liberté. L'interaction avec le groupe, ça c'est le prof. La réaction à leur dire, voilà des choses qui sont modifiables. Et c'est une question que chacun peut se poser. Où sont les limites de ma liberté d'agir? Alors certainement, la question du changement ne se pose pas de la même manière dans tous les cas.
pour un débutant, pour un professeur débutant, le changement est constant parce que le répertoire didactique n'est pas constitué. Donc, heureusement que le jeune enseignant va tout le temps changer parce que son expérience est encore tout à ses débuts. Pour un enseignant chevronné, il peut être fossilisé, il peut ne pas avoir envie de changer en étant content avec ses routines, parce que le changement, à ce moment-là, c'est un risque, hein. Je change, je prends le risque. D'après la parole des professeurs, il n'y a pas qu'une seule voie possible pour l'action professorale. L'action pédagogique n'est pas sclérosée, ce sont des choix d'action à effectuer généralement à grande vitesse, ça je ne l'ai pas encore dit, toutes les décisions pendant l'action, c'est à grande vitesse, et c'est une action qui doit permettre de maintenir un équilibre entre une relative liberté de parole des élèves et une planification sans laquelle aucune instance éducative ne peut fonctionner. Alors, qu'est-ce qui me reste comme temps? Je vais à la conclusion ou bien... Oui, il est 19 heures. Oui, on Bon, peut. je crois que je vais aller à la conclusion alors. Oui. Alors, ma conclusion, c'est, voilà comment je vais la formuler. Ces courants de recherche, aussi bien l'analyse des interactions en classe que l'approche réflexive, permettent de prendre une distance par rapport aux pratiques professionnelles. Ces approches elles impliquent que la classe de langue, lieu de travail pour les professeurs et les apprenants, soit considérée comme un terrain de recherche, un, un espace de découverte des gestes et de la parole en situation professionnelle. Que peut signifier pour la didactique des langues un mouvement qui donne la possibilité aux enseignants de dire quelque chose à propos de leur action d'enseigner ou de la relation qu'ils tissent avec leurs élèves ou encore à propos des obstacles rencontrés et des solutions qu'ils trouvent? C'est évidemment une marque de retour vers le sujet dans sa subjectivité, en prise avec sa propre action et en action avec les acteurs du terrain. Alors, au moment où la technicité gagne du terrain, au moment où les machines menacent de broyer l'individu dans son unicité, aller vers le sujet et lui demander de s'exprimer sur le fondement de son action en s'intéressant aux détails de ses gestes professionnels, à ce qu'il ressent, au but qu'il poursuit, à ce qu'il veut faire, sans toujours y parvenir, donne un éclairage autre à une didactique qui s'humanise. Voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter là parce que on est à peu près dans les temps, j'espère. Et Merci. de telle sorte que peut-être, je vais encore dire ce mot, c'est que ces recherches, ces verbalisations, ces corpus, ce sont des ressources pour comprendre et peut-être modifier l'action d'enseignement. Merci beaucoup. Oui, vraiment, Francine, c'est vraiment éclairant. Je pense que ça nous donne à penser. Et bon, on va passer aux questions du public. Mais avant, je voulais vous demander, est-ce que est-ce que vous avez après des retours des enseignants concernant, après toute cette verbalisation, ces démarches discursives, disons, et est-ce que vous avez des retours et Oui, concernant... oui, parce que bon, c'est vrai que les enseignants qui acceptent de se prêter à ces expériences sont des enseignants qui sont déjà un peu intéressés par un processus de recherche, mais on peut dire deux choses. Quasiment tous les enseignants, euh, euh, ça leur ouvre un monde et il y a une espèce de libération à découvrir leurs propres motifs. Parce que finalement, c'est un temps... Ah, on a été coupé, il faut peut-être... Je ne sais pas si vous m'entendez toujours? Oui, 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 oui. oui. On est reconnecté. Bon,
nous savons aussi qu'il peut y avoir un petit malaise à la découverte de sa propre image. Donc, parfois, techniquement, on essaye de faire en sorte que l'enseignant s'habitue à son image. Et on essaye quand même de préparer l'entretien. On essaye de lui dire qu'il y a une forme de violence à se découvrir en train de faire des gestes, de bouger dans sa classe. Donc, on travaille un petit peu en amont ceci. Alors, bon, je pense que il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Oui, d'accord. Et est-ce que moi, j'aime penser après, on va passer pour que vous puissiez voir le public et bon, et les questions qui peuvent être posées. Mais moi, j'aime penser à une construction d'un certain ethos d'enseignant réflexif. C'est-à-dire cette construction de soi à laquelle il se voit confronté quand il se voit en action. Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi chez l'enseignant une construction d'un certain ethos? C'est-à-dire la construction de soi, je dis, n'est-ce pas? Ethos comme construction oui, de soi. oui. Alors, bon, c'est une... la réflexivité, ça permet de... Bon, quand on est dans l'action, on ne se voit pas faire. Bon, alors bien sûr, on ne va pas dire qu'il y a il y a une pensée pendant l'action, mais ce qu'on va construire, c'est une pensée. Il y a la pensée dans l'action, qui est une pensée fragmentaire, rapide, et ensuite il y a une pensée sur l'action. Alors la question que vous me posez, c'est de savoir est-ce que quelque chose se construit qui n'existerait pas si on n'était pas confronté à... Moi, je pense dans l'agir professoral, cet agir professoral, si dans cette action, il n'y a pas une construction pensée aussi de la part d'une construction de soi et Oui, en tant qu'enseignant. oui, il y a certainement une construction. À partir, l'approche réflexive va toujours induire une modification de la perception. Il y a d'autres types d'actions réflexives. On peut aussi écrire. Ça, c'est des choses peut-être que vous avez faites quand vous faites vous construisez un cahier où vous allez écrire ce que vous ressentez avec avec des enseignants qui débutent. C'est aussi une action réflexive. Il n'y a pas que ça. Hein. L'action réflexive, c'est vrai que j'ai présenté un dispositif qu'on a beaucoup expérimenté, mais il existe aussi tenir son journal de bord. Tenir un journal de bord de son action, c'est une action réflexive. Euh, on peut aussi parler sans l'image. On peut parler tout de suite après l'action et il y a une image. Mais c'est très différent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a expérimenté les deux choses. Lorsqu'on demande à un enseignant qui vient de faire cours, sans image, sans rien, alors, le cours, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On obtient des choses assez plates. On n'obtient pas de détails. On obtient des choses comme, alors j'ai fait cours, j'ai utilisé telle ou telle leçon, j'avais déjà commencé la semaine dernière. Bon, ça, c'est pas important, ça. Obtenir des éléments qui sont tellement liés à l'introspection, ça se fait avec la confrontation avec l'image. Peut-être aussi avec l'enregistrement, un petit peu moins, mais simplement un entretien post-cours ne donne pas grand-chose. Donc, malheureusement, le dispositif est lourd parce qu'il faut aller dans la classe, il faut filmer, il faut transcrire, C'est lourd, c'est lourd. Mais bon, la recherche, c'est comme ça. Hein. Oui, bien évidemment. Je passe donc. Oui, tandis que tu passes, bon, je pose une question en relation à cette réponse. Et vous aviez parlé de la grammaire du comportement justement de l'enseignant. Et moi, je me pose la question vraiment si c'est quelque chose du naturel
de quelle façon on la construit, si elle est modifiable. Bon, je pense que oui, évidemment. Vous avez répondu pendant votre conférence un petit peu à la question, mais la grammaire de l'enseignant, c'est-à-dire La grammaire de son comportement. l'origine, elle est naturelle ou on doit toujours construire. Alors, et c'est une très bonne question. Je pense que même pour cette réponse, ça va dépendre des individus. Il y a des ethos, comme votre collègue a utilisé ce mot, il y a des postures, je vais utiliser plutôt le mot posture, il y a des postures très différentes d'enseignants. Il y a des enseignants qui font rentrer leur propre vécu, leur personnalité, leur expérience et leur affectivité très fortement dans la classe. Et vous avez d'autres enseignants qui préfèrent rester à distance avec les affects et qui vont être beaucoup plus cachés derrière le rôle de professeur, en essayant de garder toujours la méthodologie, la planification, et qui n'ont pas envie de rentrer avec les affects dans la classe. Donc, à un moment, j'avais travaillé justement, j'avais écrit un article sur le style enseignant et j'avais considéré que le style enseignant pouvait s'étudier et on peut utiliser le mot de grammaire de son propre agir, on peut utiliser le mot de style et le style n'est pas le même, selon les individus et peut-être même selon les cultures, parce qu'on est quand même influencé par sa culture. J'imagine qu'enseigner en Amérique latine, c'est pas la même chose qu'enseigner au Japon. Vous n'avez pas le même ethos, on va reprendre ce mot-là, parce que la représentation qu'un professeur japonais a, ça sera quand même beaucoup plus de retenue que par une habitude de montrer ce qu'on est dans un public plus latin, disons. Bien, bien, merci. Merci bien. Vous avez des questions, mes chers? Je passe parce que le micro. Oui, bonjour, Francine. Vous entendez bien? Bonjour. Oui. Bon, Oui. tout d'abord, vous dire que j'appuie énormément cette approche réflexive. J'y tiens beaucoup dans mes activités. J'ai un long parcours comme enseignante et je crois que c'est la meilleure façon pas de faire ressortir tout ce qui dans la profondeur de nos activités. Et je crois, en vous écoutant, j'ai pensé, j'évoquais il y a 20 ou 30 ans, et Jeanne Dansette, je ne sais pas si vous la connaissez, elle était la Miss canadienne. Oui, oui, oui. Et comme dans la traduction, dans l'enseignement de la traduction, elle nous a montré un dispositif qui s'appelle protocole de raisonnement à voix haute. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Protocole. Oui, Oui, oui. Ah, c'est très intéressant parce que à cette question de la pensée, bien entendu, nous n'avons pas accès à la pensée de l'autre. Nous n'avons d'ailleurs pas accès non plus à notre propre pensée. Parce que si vous commencez à vous dire à quoi je pense, vous êtes déjà en train de ne plus penser naturellement. Et donc, ce qu'on fait, on n'a pas accès, mais on se rapproche un peu par ce processus de penser à voix haute, on se rapproche un peu, mais il ne faut pas s'illusionner, c'est pas complètement, c'est quelque chose qui nous rapproche un peu de l'activité mentale. Mais je voulais vous dire autre chose. Parce que vous m'avez posé des questions sur est-ce que un professeur qui a fait de la verbalisation, ça le change ou ça ne le change pas. C'est vrai que nous, on a beaucoup fait ces verbalisations dans une intention de recherche assez égoïste, parce qu'on voulait comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que le professeur, quel est
quelles sont les modalités de l'agir du prof. Donc, le versant clinique, si vous voulez, clinique, de se dire, est-ce que verbaliser son action, ça apporte quelque chose ou ça construit quelque chose, on l'a fait un peu, mais pas tellement, parce que nous avions une optique de recherche. Nous voulions obtenir des informations sur l'action d'enseignement. Donc, comment on fait? On observe, on regarde, et puis on voit comment les professeurs font. Deuxième manière, c'est demander aux professeurs de dire quelque chose. Et après, nous avons travaillé et analysé. Je pense que travailler sur ça pourrait être un sujet de recherche, de travailler avec un prof qui verbalise et ensuite de l'interroger sur qu'est-ce que ça a changé dans son comportement. Je pense que c'est encore une porte à ouvrir. C'est bon. Oui, Oui, parce que Jean-Baptiste travaillait aussi avec les questions de verbalisation du processus de traduction. Donc, le traducteur et devant son texte, oui, faisait tout l'exercice de verbaliser les actions. Oui, là où il y avait un obstacle, il fallait parler de cet obstacle, dire quelle action, oui, on prenait en compte pour sortir de là. Et voilà, c'était un peu En fait, c'est ça, c'est essayer d'avoir accès aux processus mentaux exactement. que nous mettons en place plus ou moins spontanément, enfin, que nous mettons en place parce que nous avons de l'expérience, du savoir, mais qui reste la boîte noire. Hein. Vous savez, c'est comme la boîte noire d'un avion, c'est-à-dire qu'on la connaît que quand il y a un accident. Hein. Et là, on essaye d'ouvrir un peu cette boîte noire, mais on peut aussi l'ouvrir effectivement pour les processus de traduction, hein, et de rencontre des langues. Hein. Ouais, exactement. Dani? Oui. Bon, merci pour la présentation, c'était très très clair. Et moi aussi, j'aurais pensé, j'aide aussi avec deux choses. Agenda 7, comme ma collègue vient d'expliquer, et, et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Marion Tellier, qui parle Marion Tellier. Oui, je la connais très bien. Je pense que j'étais même dans son jury de thèse. Oui, d'accord. Et, Oui, oui. Pour les gestes. oui, voilà, son volume, le corps de l'enseignant. Il y a aussi ce dispositif Le corps. Oui. pour filmer les corps. Mais bon, on a analysé plutôt les gestes dans la gestuelle et comment finalement tout est en rapport, tout est associé, non? L'intention du corps, comment c'est la manière dont on agit, mais le corps, non pas seulement la pensée, pas seulement la voix, Oui, le corps. Oui, je vais vous répondre. Alors, il y a des travaux qui ont été faits. Bon, Marion Tellier a travaillé sur les gestes du prof. Il y a eu des travaux aussi à Lyon qui ont été faits plus sur le corps, le geste, la manière de bouger, hein, de l'enseignant. Moi, je l'ai fait modérément, parce que, non pas que je sois réticente, mais le corps, je fais un peu attention à ne pas être trop intrusive. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un mot en disant il y a une certaine violence à se regarder. Hein. Bon, évidemment, si on était très narcissique, on pourrait être extrêmement content de se voir et de dire c'est merveilleux, je suis merveilleux. Mais c'est souvent pas le cas. Et souvent, nous autres professeurs ne sommes pas tellement narcissiques, on a plutôt toujours besoin d'être rassurés. Alors, sur le corps, il y a des choses, il y a des thèses, il y a incontestablement, c'est un terrain de recherche. Mais je n'ai pas moi-même été trop loin là-dedans, craignant le corps, vous voyez, c'est délicat. Hein, donc, mais il y a des études là-dessus, c'est sûr. Hein. Il y a des études avec des thèses qui sont très bien informées, avec des photos, il y a quelqu'un qui s'appelle Brahim Azaoui, qui est à Montpellier, qui a fait une thèse avec plein de photos pour montrer justement le corps, le déplacement du prof, et c'est très intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein.
J'ai une autre question, Sandy. Est-ce que vous avez pensé à élargir cette expérience et reproduire la même démarche en faisant réfléchir les étudiants qui ont participé à... Alors, vous voulez dire qu'ils sont encore en formation? Alors, oui. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais mes étudiants et les gens qui sont dans mon groupe de recherche et qui sont d'ailleurs des maîtres de conférences et ont travaillé aussi avec de l'autoconfrontation avec des professeurs en formation. Là aussi, on l'a fait. Là aussi, prudence, parce que le jeune professeur est en construction. Et donc, il a une image qui n'est pas, justement, on a parlé de cette construction qui n'est pas encore. euh, je dois vous dire que même quand on a commencé à faire ce travail en 2000, on avait commencé à le travailler avec des futurs professeurs et qui étaient avec leurs conseillers pédagogiques ensuite. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'aller plus loin. Donc, nos premiers corpus, c'était des jeunes enseignants qui étaient en stage pédagogique. Oui, c'est intéressant. Il faut faire aussi très attention. Je me souviens qu'il y en avait une qui pleurait en disant j'ai tout raté. C'était pas raté, mais elle pensait qu'elle avait tout raté. Donc, ça se fait. Ça peut se faire. Il faut un peu préparer, un peu entourer. Hein. Oui, oui, ça peut se faire. Hein. Mais il faut faire attention. Il faut protéger un petit peu quand même, hein, toujours. Hein. L'image, c'est quelque chose. Bon, vous savez bien, hein, l'image qui envahit tout. Hein, il faut faire un peu attention. C'est-à-dire que vous travaillez surtout avec des professeurs chevronés. Avec des, j'ai pas entendu. Parce que j'étais de l'autre côté, donc je Oui. disais que vous travaillez surtout avec des professeurs chevronnés. On a travaillé avec toutes sortes. On a travaillé avec des professeurs novices qui avaient par exemple 2 ans de travail. On a travaillé avec des professeurs qui avaient plus d'expérience. On a travaillé avec des professeurs qui étaient français, avec des professeurs qui enseignaient en France, hors de France. On a une diversité de corpus. C'est pas moi-même qui ai constitué ces corpus, mais les étudiants en master, les étudiants en thèse. Bon, donc petit à petit, cette démarche a eu un certain succès. Et donc, ce sont les jeunes chercheurs qui ont petit à petit ramené des corpus. Mais les premiers corpus que j'avais, c'était des étudiants en master qui se lançaient et qui rapportaient des corpus tellement intéressants. On peut faire travailler les étudiants en master là-dessus. Oui, alors, des questions? C'est très clair. Oui, très intéressant. Oui. C'est bien de réfléchir sur nous-mêmes. Oui, c'est très bien. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Bon, premièrement, merci beaucoup, Francine. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire. Et puis, un grand merci aussi à l'Université nationale de la Data qui organise ce type de rencontres. Je pense que cet iceberg qui en fait avec le temps se fait de plus en plus solide et qu'on voit que la partie immergée dont vous parlez. Je crois Oui. qu'on a vraiment besoin de ce type de formation pour consolider comme l'autoconfrontation qui va peut-être aussi faire que notre agir professoral sera plus ferme, plaisant. Alors, si on avait plus le temps de discuter, il y aurait beaucoup cette question. On a après travaillé, après le livre, on a travaillé dans notre groupe de recherche pas mal sur le changement. Quelles sont les résistances au changement? Pourquoi on ne change pas? Et d'abord, est-ce que c'est tellement bien de changer? C'est une grande question de savoir si, dans la pratique, quelle est la place du changement? Qu'est-ce qui fait qu'on change? Alors, on a, nous, essayé de travailler sur des indices dans le discours qui montraient que l'enseignant va probablement changer. Quand il dit, ah là, ça, c'était pas bien, il faudra que je fasse autrement. Vous avez un indice de changement. Hein. Et moi, je pense que toute expérience fait que on bouge, on avance. Et justement, l'attitude réflexive permet de davantage se poser des questions sur. Sinon, le métier serait tellement sclérosé s'il n'y avait rien si on restait toujours pareil. Mais quand on enseigne les langues, c'est vrai que c'est toujours une aventure. Hein.
Oui. Oui, alors, bon, nous allons finir notre exposé, cette petite réunion. C'était vraiment très intéressante. Et nous sommes ravis hein, Oui. de Bien vous avoir. sûr, c'est sûr que ce serait plus agréable si on était en présentiel, mais c'est pas mal d'avoir ces outils-là à distance et de pouvoir lancer des choses et ouvrir, avoir des questions. Parfois, il y a des questions, on n'a pas de réponse aussi. Tout à fait. Et heureusement, on a la possibilité au moins de vous avoir ici à distance, mais ici avec nous. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup pour votre attention. Et continuer un contact, bien évidemment. Et Pour le colloque d'octobre. Oui, de vous avoir pour le colloque le mois d'octobre. Vous avez froid, mais ici, nous avons très chaud. Hein. Alors, bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation pour le colloque. Bonne continuation. Merci. Et merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir à tout le monde.